Bonjour, je suis ravi de vous retrouver parce que là on va faire une vidéo qui me tient à cœur depuis un petit moment, j'y pense depuis plusieurs semaines, c'est le retour d'expérience du Mac Mini M1. Je vous avais fait une vidéo déballage, je vous mets le lien ici, allez vite la voir avant peut-être de regarder celle-ci, ou allez voir après, avec toutes les interrogations que je me posais, est-ce qu'aujourd'hui j'y réponds? À vous de décider. Donc, ce Mac Mini M1, ça fait un petit peu plus de 2 mois que je l'ai, et je vais tout de suite vous donner la conclusion, c'est une tuerie. Je suis fan, je suis super content de cet achat, ça me change la vie, et je vais vous expliquer pourquoi ça me change la vie, parce que voilà, je ne suis pas un utilisateur de Mac tous les ans, hein, c'est pas le genre de produit que moi je renouvelle chaque année, et donc j'ai pu le comparer à son prédécesseur, qui est toujours en ma possession, parce que c'est un ordinateur portable, c'est un MacBook Pro, et donc je vais pouvoir les comparer, et je vous invite à rester au bout de la vidéo, parce que vous allez avoir différentes tranches de comparaison, où je vais chronométrer le démarrage de certaines applications. Je vais essayer de répondre à une grande partie de ce qui a été dit sur ce Mac M1, et de vous faire un retour aussi par rapport à mes interrogations que j'avais lors du déballage. Alors, on va comparer, d'accord, deux Mac ensemble. Alors, ils n'ont rien à voir, c'est pas du tout la même génération. C'est ce que je disais en introduction, je change pas de Mac tous les ans, donc je compare avec ce que j'ai sous la main, et puis voir si, en fait, passer sur le Mac Mini M1, ça me change la vie. Donc, à titre de comparaison, je rappelle, le Mac Mini que j'ai ici, je l'ai acheté en décembre 2020, c'est un Mac Mini M1, doté de 16 Go de RAM et d'un Tera de SSD. Ça, c'est mon MacBook Pro donc, que j'ai depuis 2014, donc il a quand même 7 ans. Il est doté d'un Core i7 de 16 Go de RAM et d'un SSD de 256 Go. À titre de comparaison, en prix de vente public au moment de la vente, celui-ci aujourd'hui tourne aux alentours des 1000 €, un peu plus avec le 1 Tera de SSD qui monte à 1200 €. Celui-là, au moment de sa vente, était aux alentours de 2200-2300 €. D'accord? Donc, il y a quand même un gap entre les deux. Alors forcément, on va me dire, mais ça c'est un fixe, ça c'est un portable. Oui, mais moi j'utilisais celui-ci en configuration fixe depuis plusieurs mois parce que je fais beaucoup de montage de vidéos. Alors ne soyez pas étonnés, hein, si vous voyez changer ma tenue entre différents plans, je vais faire un test au long cours, c'est-à-dire que je vais prendre plusieurs jours et puis je vais tester et filmer différentes parties de comparaison entre les deux. J'en profite, je reviens également sur la première vidéo que j'ai fait du Mac Mini M1, où je parlais de l'ergonomie. Donc, d'un point de vue design, il n'y a rien à dire. Moi, je trouve ça très beau. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Un beau petit pavé, assez léger, qui consomme peu, d'après ce que j'ai pu lire des retours dessus. La connectique, donc, qui est ici, hein, voilà, à ce niveau-là. Et je l'avais dit, quand on l'a posé sur son bureau et qu'on a toute la connectique en dos, hein, comme on pourrait l'avoir en fait avec une tour, c'est très esthétique visuellement. Mais de point de vue, quand on fait beaucoup d'allers-retours entre les ports, USB, etc., qui sont ici. Hein. Donc j'ai pris un dock assez gros, il y a 15 ports au total dessus, et encore une fois, il y a peut-être un ou deux trucs qui me manquent, mais j'ai trouvé que c'était le bon rapport, en tout cas, entre ma recherche et mes besoins. Et donc, en fait, il vient se brancher sur port USB-C Thunderbolt, et il me réplique donc une quinzaine de ports. Voilà, je voulais faire court sur le dock, mais c'était pour vous le présenter, parce que j'avais posé la question lors de la première vidéo. Et donc, là, voilà, vous avez le choix que j'ai arrêté. Je vous invite dans les commentaires à me parler d'autres choix éventuellement, peut-être plus nomades, ou qui correspondent mieux à vos besoins. Lors de la première vidéo, je vous avais parlé de l'installation, je l'avais vite installé, j'avais fait une petite prise en main. Je vais revenir rapidement dessus, hein. Donc je suis parti sur une clean install, c'est-à-dire que j'ai pas repris toute une sauvegarde iCloud. Je suis vraiment parti, ou en tout cas Time Machine, je suis vraiment parti de zéro. Alors petit conseil, j'ai clavier et souris en Bluetooth. Je vous invite réellement à avoir également en secours clavier et souris filaire. S'il y a un problème de Bluetooth, j'y reviendrai dans la conclusion. Je le dis aussi, hein, je l'avais dit dans la première vidéo, mais la rapidité d'installation a été top. Tout a bien fonctionné du premier coup. Même mon clavier et souris sans fil ont été reconnus. Avant de commencer les comparatifs avec le MacBook Pro, petit rappel, j'ai une intégration au bureau qui est vraiment très intéressante. Pourquoi? Parce que c'est assez petit, hein, c'est pas une grosse tour qui va sous le bureau, c'est hyper silencieux, je l'entends jamais. Ça, je le dis aussi, ça fera partie des plus dans la conclusion. En vidéo 4K que j'importe, que je transcode, en tout cas que j'exporte en 1080p, peu importe, il ronronne pas plus. Je l'utilise même pour mes visioconférences où je connecte mon iPhone en tant que webcam, ce qui pousse à chaque fois mon PC, parce que là je parle de PC Pro,
dans ses retranchements, c'est-à-dire que les ventilos s'activent, etc. Là, pareil, il ne sourcille pas. Il est connecté en Thunderbolt à mon écran. Je n'ai pas utilisé la prise HDMI et je n'ai pas pu utiliser le double écran pour voir comment c'était géré. Maintenant, il semblerait que ça se gère, un en Thunderbolt, un en HDMI, que ça se gère assez bien. D'accord? Donc voilà, c'était important pour moi de vous faire ce petit rappel sur son intégration. Alors aujourd'hui, après 2 mois, je fais aussi le parallèle avec les applications. C'est-à-dire que quand je l'ai eu il y a 2 mois, il y avait déjà une bonne partie de mes applications qui étaient portées sur Apple Silicon, l'architecture ARM fournie par Apple maintenant sur les processeurs. Et en 2 mois, j'ai vu beaucoup d'éditeurs passer sous l'architecture ARM. Même Adobe, là, les versions de première, etc., sont possibles pour le Mac Mini M1 en version bêta. D'accord? Ça veut dire que d'ici quelques semaines, quelques mois, tout sera en version publique, non bêta, donc pour l'ensemble des utilisateurs. Je prends un exemple, j'ai commencé avec la suite Office de Microsoft qui était portée via Rosetta 2 et qui fonctionne très bien pour beaucoup de choses. Et puis dans l'App Store, j'ai vu arriver les applications Word, Excel, etc. qui étaient compatibles M1. Donc je suis passé à tout compatible M1, ce qui, je n'ai pas ressenti moi un gain de productivité, mais je pense qu'avec les gros fichiers, etc., ça doit se sentir. D'ailleurs, avant de faire votre choix du Mac Mini M1, je vous invite à regarder quelles sont les applications que vous utilisez au quotidien, celles que vous utilisez le plus souvent. Je vous invite à regarder si elles sont portées sur Apple Silicon. Si ce n'est pas le cas, ça peut être pris en charge via Rosetta 2 ou d'attendre que votre version soit prise en charge et soit supportée, en tout cas supporte le Mac Mini M1. Donc alors ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va passer au comparatif, on va voir différentes vues, soit de mon écran, soit des 2 machines en même temps, soit l'une à côté de l'autre, on va voir. En tout cas, je vais essayer de trouver quelque chose qui soit assez parlant pour tout le monde pour faire des comparatifs. Donc ces comparatifs vont porter sur le démarrage, certaines applications classiques, Final Cut, les exports, pour voir un petit peu. J'ai pas de possibilité de faire tous les comparatifs, mais en tout cas, je veux vous donner un aperçu global, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis enthousiaste par rapport à mon achat. On va passer tout de suite au comparatif. Premier comparatif que je vais faire, c'est au démarrage. Est-ce que le Mac M1 est plus rapide à démarrer qu'un MacBook Pro de 2014? Donc, petite manipulation. 1, 2, 3. Le gong de démarrage est plus rapide sur le MacBook Pro. Vous pouvez peut-être pas faire la distinction à la vidéo. L'écran s'est allumé beaucoup plus rapidement sur le MacBook Pro. Alors, certainement que comme c'est tout intégré dans l'ordinateur portable, ça va plus vite. Hop, je suis sur l'écran. Voilà. Donc on voit, hein, je suis arrivé sur les 2 écrans. Il y a un avantage au MacBook Pro. Donc je rappelle, Intel i7 par rapport au Mac Mini M1. Voilà, ça c'était le premier point. C'est pas au démarrage que je vais gagner du temps. Je suis plus rapide sur mon MacBook Pro. Les 2 Macs ont été redémarrés, hein, je le tiens à le signaler. Il y a quand même une légère différence d'ouverture, juste d'ouverture, hein, de Excel. Voilà, je l'ai fait sur un logiciel, le premier qui me venait sous la main, Excel. Bon, là, on sent que des 2 côtés, quand même, Safari est bien optimisé. On va le faire maintenant avec Chrome, pour voir si un logiciel tiers, non optimisé, entre guillemets, en tout cas pas une production d'Apple, peut avoir un impact. Non, c'est kiff-kiff, encore une fois. Hein. Alors, je vais faire avec une ouverture de Final Cut, et puis on va aller un peu plus loin avec Final Cut. Alors, on arrive sur Final Cut. On va faire l'import d'une séquence qu'on va exporter directement, qu'on va partager. Donc la séquence est en 4K, elle fait 7 minutes et 7 secondes. Et donc l'idée, là, c'est vraiment juste de ne pas y toucher. Vous imaginez que quand il va y avoir des effets, qu'il va y avoir des titres, qu'il va y avoir plusieurs couches, celui qui sera le plus rapide dans l'export, etc., gagnera encore davantage et sera plus véloce là-dessus. D'accord? Donc je lance tout ça, on va regarder comment ça se présente. Je vais faire nouveau projet, 1080, 30 images secondes. Ok, je vais faire nouveau projet, 1080, 30 images secondes. Ok. Donc ça c'est bon. Je vais aller chercher ma séquence. Alors ma séquence est sur les disques durs de chaque ordinateur.
Voilà, donc très léger avantage au M1. Alors, il va y avoir un décalage parce que je ne peux pas tout faire en même temps, hein, mais l'idée, vous la comprendrez facilement. Hop. Les rendus ont commencé en même temps. Je ne vais pas mettre le même nom ici et là. Voilà, il y en a un que je vais appeler 1 et l'autre que je vais appeler 2. Hop là, j'ai lancé les deux en même temps. Je vous mets les visualiseurs. Voilà. Alors, le MacBook Pro a commencé le partage. Le M1, lui, a avancé le partage de façon assez folle, on va dire ça comme ça. Je vous mettrai les temps à un moment. Puis alors, ce qui est intéressant, c'est que et je garde une fluidité ici. J'ai pas la même fluidité quand je passe sur la timeline. Bon, j'en ai un qui est à 25%, l'autre qui est à 5%. Les ventilateurs ont commencé à se mettre sur le MacBook Pro 15 pouces. Comme vous le voyez hein, ici, le MacBook Pro arrive à peine 10%. Je suis déjà à 40% sur le Mac M1, Mac mini. Alors peut-être que ce que je suis en train de faire n'est pas une bonne façon de comparer les deux. C'est comme ça que moi en tout cas je le fais. Je rappelle une chose, c'est que pendant que mon Mac mini fait ces tâches-là, moi je peux encore aller naviguer sur Internet, faire d'autres choses. Je laisse tranquille au point de vue vidéo, mais en tout cas je peux faire autre chose. Sur le MacBook Pro, quand je veux aller, là je le garde pour avoir les informations, mais quand je veux aller sur ne serait-ce que regarder une vidéo YouTube, c'est pas possible. Donc c'est assez pénalisant pour moi dans mon activité, et puis surtout que les rendus c'est long, etc. Donc on va voir ce que ça donne à la fin. Le MacBook Pro vient de passer à 20%, le Mac mini est à 68%. Voilà, le Mac mini M1 vient de lancer le partage. Le MacBook Pro est à 34% à ce moment-là, 33-34%, donc ce qui voudrait dire qu'il est 3 fois plus rapide sur cette tâche-là. Ça ne m'étonne pas et je trouve que même sur des choses, des imports dans la timeline ou ce genre de choses, il est encore plus rapide que ça. Voilà, on passe à la suite. Donc on continue hein, sur le MacBook Pro. Le Mac lui M1 est tout à fait fini, entre guillemets. Il a fini ses tâches. Ça fait bientôt 5 minutes que le Mac M1 a terminé cette tâche. Je rappelle, je n'ai pas fait là, hein, tout à l'heure, hein, une seule modification. J'ai juste pris la séquence que j'ai mis dans la timeline et là, je lance l'export pour cette partie-là. Sachant que derrière, le Mac et le M1 reprendront, on le voit ici sur les pointillés, le rendu de la séquence. Donc, toutes ces parties-là vont être faites. Le Mac M1, je le dis, là, ça a été, je sais pas, on va voir hein, combien de temps plus rapide. Je vous laisserai voir les benchmarks. Moi, je suis pas trop benchmark. C'est ce que je lis et dans l'utilisation du quotidien, les chiffres, c'est bien. Ça veut dire que c'est plus puissant que la génération d'avant. C'est dans le quotidien. Moi, je veux voir combien ça me fait gagner. Et là, oui, ça me fait gagner. Vous voyez, là, j'arrive à peine 60%. Il reste 40% et ça peut encore prendre un peu de temps. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en attendant, je vais continuer sur le Mac M1. Donc voilà, le Mac M1, avec son architecture ARM, permet de aussi avoir des applications, quand on va sur l'App Store, là le Mac App Store, des applications qui sont dédiées à l'iPhone et que je peux avoir là-dessus. Par exemple, je prends un jeu que c'est sur l'iPhone, Monument Valley, et là, si vous regardez bien, j'ai les apps pour Mac, mais ici, il me met les apps pour iPhone. Et je retrouve mon Monument Valley qui est sur mon iPhone et que je peux obtenir, donc d'ailleurs un jeu que je vous conseille, et donc que je peux obtenir sur mon Mac. Alors après, il y a des applications qui sont plus faites pour le touch, donc le Mac ne permet pas le touch, peu importe lequel d'ailleurs. Mais ça par contre, ça n'est pas proposé sur les Mac ou les MacBook Intel. Donc pour ceux qui voudraient retrouver cette partie-là, moi je trouve ça vraiment intéressant. Il semblerait aussi que maintenant se prennent mieux en charge les applications iPad avec un meilleur format. Mais moi je trouve ça génial parce que je peux retrouver certains de mes achats.
Et puis utiliser ça, c'est du défaut. Je pense que si ça a été réfléchi pour iPhone ou pour iPad, et uniquement pour iPhone et pour iPad, c'est quelque chose de plus naturel pour ces machines-là. Mais pouvoir l'avoir sur le Mac, bah, je trouve que c'est un plus non négligeable. Pour voir si une application fonctionne sur le M1 et utilise à fond le processeur M1, eh bien, ou si elle utilise en fait l'architecture Intel et que ça passe par Rosetta 2, eh bien, vous allez par exemple sur Applications, et puis là, vous allez cliquer sur l'icône de l'application que vous voulez voir, vous faites lire les informations, et là je vais vous le remettre un peu mieux ici, j'essaierai de zoomer, mais si vous regardez bien, eh bien ici, application universelle, ça veut dire que c'est pris en charge des deux côtés, Intel et M1. Et là je peux mettre ouvrir avec Rosetta, etc. Moi je ne le mets pas parce que je veux que ce soit la version M1 qui soit pris en charge. Je peux le faire pour d'autres éléments, alors normalement mes applications type Excel, PowerPoint, etc. sont également en universel. Je le remets ici, c'est ici, hein. Donc pas de souci avec ça. Je vais essayer de voir si j'ai pas une application qui fonctionne sur Rosetta 2. Alors tiens, je voudrais voir ce que ça me met là. Alors tiens, je vous la conseille, hein, c'est pour aller trouver des prix les moins chers sur le net. Donc ça, c'est une application qui est sur l'App Store donc, de mon iPhone ou de mon iPad, et puis bah, que j'ai pris sur le Mac App Store ici, et donc Apple Silicon. Ça passe par le ARM, mais ce qui est tout à fait logique, puisque c'est une application normalement dédiée aux iPhones et aux iPads. Alors je vais voir si j'ai pas une application qui, elle, ne fonctionne pas sur Mac. Vous verrez que j'ai beaucoup d'applications Mac, en tout cas Apple. Voilà, et ben voilà, mon lecteur de flux RSS Feedly que j'ai encore en Intel. Donc, et là il ne me propose pas, il me propose pas Rosetta 2, parce que c'est d'office obligatoirement lu par Rosetta 2, puisque c'est une application Intel. Donc voilà, ça vous permet de vérifier quelle application est optimisée pour le M1, lesquelles ne le sont pas, et lesquelles fonctionnent bien sur les deux. Le MacBook Pro hein, est à 78%, ça continue, ça continue. Cela fait maintenant quand même 13 minutes que le Mac M1 a fini sa tâche. C'est une toute petite séquence, j'ai pas fait de montage dessus, hein, je le rappelle. Donc je pense, en tout cas j'en suis même certain, c'est que si j'avais fait un montage plus poussé dessus, eh bien la différence serait encore plus flagrante. Le MacBook Pro a terminé, il a terminé avec 18 minutes de retard par rapport au Mac M1 sur une séquence de 7 minutes. D'accord? Donc bon, bah, tant mieux, hein, il va au bout de la tâche, ça c'est déjà top. Hein. Après c'est juste une question de temps. Quand on en fait une fois de temps en temps, c'est suffisant. Quand on en fait souvent, c'est peut-être pas aussi suffisant que cela. Et comme je le disais, bah là il a pris sa tâche de rendu. D'accord? Donc il revient au rendu. Donc ce qui veut dire quand même que bah forcément ça joue, et donc là il va continuer, hein, les ventilateurs à y aller, etc. Donc moi je vais l'arrêter là pour la démonstration, mais le Mac M1 aurait tout fini, même son rendu. Là le rendu, si vous regardez, je suis à 6%, il va prendre aussi du temps. Donc bah, pendant tout ce temps-là, c'est des moments où moi je peux quasiment pas utiliser le MacBook Pro, alors que je peux continuer à utiliser le M1, et en plus il est beaucoup plus rapide à ce niveau-là, donc je peux vite reprendre mes tâches. On continue sur la même tâche au besoin. Voilà, le comparatif s'arrête là. Vous avez pu voir 2-3 éléments du Mac M1. Moi, je le dis, dans mon ressenti, dans ce que je vis, c'est un gain de temps considérable. Je gagne au moins 3 à 5 fois suivant les tâches les plus gourmandes sans trop de soucis. Donc vous imaginez bien que là où je passais 2 heures, bah maintenant je passe à peu près une demi-heure. C'est non négligeable. Et bah, ce que je vous propose, c'est qu'on se remette dans le décor habituel pour la conclusion. Eh bien voilà, vous avez vu les différents comparatifs que j'ai pu mener. C'est pas exhaustif, je le sais, mais en tout cas, c'est une représentation de mes usages les plus habituels, en tout cas ceux que j'utilise le plus fréquemment, et de voir bah, tout le gain que ça peut m'apporter au quotidien. On va pas se cacher, il y a quelques inconvénients. Alors ils ont été corrigés, parce que là aujourd'hui, bah, quand je viens voir vous, je suis en macOS Big Sur 11.2. Donc l'avantage, c'est que il semblerait il y avait des problèmes de Bluetooth et de Wi-Fi. Et moi, je les ai eus. J'ai eu un problème de Bluetooth avec le clavier ou la souris d'ailleurs. J'ai comment dire, le trackpad qui est Apple, j'ai mon clavier qui est non Apple, les deux sont en Bluetooth. Les deux ont eu des déconnexions intempestives. Alors ça durait de quelques secondes, parfois à 1 ou 2 minutes max. Ça revenait, mais parfois c'était assez fréquent.
Donc à un moment, sur 3 jours, ça a été vraiment une galère. Je suis repassé au filaire tellement ça m'ennuyait. Et maintenant, depuis un bon mois, j'ai plus du tout de soucis. Alors, macOS Big Sur a l'air d'avoir complètement, en tout cas, enlevé ces problèmes-là. À vérifier, dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs. Je reviens également rapidement dessus, la connectivité. La connectivité, j'avais dit que pour moi, c'était pas optimal, et puis bah, j'ai trouvé le dock, donc je passe outre, je vous ai fait la présentation. Après, ces petits points négatifs, bah, tout ce qui est positif. Le silence, la rapidité, la consommation, la portabilité des applications aussi d'iOS vers macOS, je trouve ça bien parce que bah, ça manquait et pourquoi mettre des barrières alors qu'on peut tout réunir au même endroit, en tout cas c'est possible techniquement parlant. Après l'usage fait qu'il y a des applications qui sont plus liées au touch et le Mac mini répond pas à ce besoin, mais en tout cas ça peut pour certaines applications avoir du sens. C'est mon premier Mac mini, et franchement, j'en suis totalement satisfait, hein, je le dis. Et il y a le prix aussi, hein, on va pas se cacher, aujourd'hui pour à peu près 1000 €, je prends pas la version de base en 8 Go, j'ai vu quelques personnes se plaindre du 8 Go, donc peut-être que le 8 Go n'était pas assez puissant, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour la version 16 Go, j'ai vu peu de personnes s'en plaindre, parce que peu de personnes l'ont prise ou pas, ça je sais pas, mais en tout cas, peu de personnes s'en plaindre. Et aujourd'hui, pour 1000 €, vous avez quelque chose qui marche très bien, et je suppose pendant plusieurs années. Alors je sais pas moi combien de temps je vais le garder, j'ai pris quelque chose d'à peu près standard pour me dire bah, si j'ai besoin de le revendre, il aura une valeur peut-être un peu plus intéressante à la revente. Ça me laisse de l'espace disque et de la RAM pour pouvoir faire quelque chose de correct, en tout cas dans mon usage. Je pense que c'est même un peu au-dessus, mais tant mieux parce que bah, si la technologie se développe et que ça monte, mon Mac restera à peu près performant. Vous l'avez vu également dans les comparatifs, il n'y a pas photo. Alors je le rappelle, les deux Macs ont 7 ans d'écart, entre 6 et 7 ans. Donc on va me dire, oui mais c'est normal, il y a plein de technologies différentes. C'est vrai, ne serait-ce que sur le SSD, on a vu dans lecture et écriture de SSD, ça varie quasiment entre 6 et 7 fois plus rapide. Donc on imagine bien que même les ports, je suis sur du Thunderbolt 3, enfin Thunderbolt, oui, Thunderbolt 3 sur celui-ci et Thunderbolt 2 sur l'autre, c'est un gain assez appréciable, assez faramineux en termes de productivité. On l'a vu sur plein d'autres éléments, je vais pas revenir sur les comparatifs. Donc je reviens vraiment sur ma conclusion qui est, c'est une tuerie, c'est extraordinaire, je le dis, pour moi. Alors j'avais tous les éléments fixes hein, pour pouvoir en profiter, puisque mon Mac était en fixe forcément, juste le boîtier 1000 €, il faut rajouter l'écran, le clavier, les périphériques, donc forcément la note s'alourdit. Mais si c'est pour un changement, c'est que j'ai déjà le clavier, l'écran, etc., et bah forcément, petit à petit, on fait évoluer. L'acheter pour l'acheter, non. L'acheter parce que c'est un gain pour vous de productivité, ça va vous permettre d'être plus rapide, voilà, et vous avez ce besoin-là, oui. Juste, si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez attendre. Je suppose que les prochaines puces, M2, M1X, j'en sais rien, vont être encore plus atomiques. Moi, tout ce que je peux vous conseiller, en tout cas, si vous êtes sur l'univers Apple, ou en tout cas, ou que vous voulez approcher l'univers Apple, parce que le prix d'entrée à 800 € si vous êtes sur un fixe, bon, après, on pourrait aller tâter du MacBook Air, mais c'est pas le même usage. D'accord ? Donc là, je le dis, c'est quelque chose, moi, qui m'a totalement enthousiasmé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, encore une fois, je le répète, j'ai vraiment pris plaisir à le faire parce que ça a été sur plus long terme que d'habitude et puis j'ai pu filmer différentes étapes, d'où les changements de vêtements. Si vous avez des questions, les commentaires sont juste en dessous comme d'habitude, ils sont là pour ça. Allez-y, à vos claviers. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir. À chaque fois, j'ai redémonté le Mac, je l'ai remis, etc. pour qu'il soit sur la table, pour vous le montrer visuellement, que ça ait un autre impact. Et ben, rien que pour ça, le petit pouce bleu est le bienvenu, je prends. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon contenu. Il y a plein de playlists, il y a plein de choses différentes, des univers différents. Je teste beaucoup de choses. Ça me plaît énormément et je vous remercie de me suivre. Activez la cloche également pour être informé des différentes sorties des vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Et surtout, prenez soin de vous.